17 mars 1944. Pacifique occidental, 400 milles au nord-est des îles Mariannes. Ici, l'eau se déplace en courants froids et lourds, d'un bleu foncé qui vire au noir en profondeur. À l'intérieur de la coque pressurisée exiguë du sous-marin I-37 de la marine impériale japonaise, le capitaine de corvette Nakagawa Hiroshi se tenait courbé sous un enchevêtrement de tuyaux et de valves, sa main pressée contre la cloison d'acier froide, comme s'il tentait de sentir le battement de cœur de l'océan lui-même. L'air avait le goût d'huile de machine, de sueur et la saveur métallique du souffle recyclé. 43 hommes vivaient dans ce tube de fer, immergés depuis 16 heures, chassant les convois américains dans des eaux qui avaient autrefois appartenu entièrement au Japon. L'opérateur d'hydrophone, un jeune quartier-maître nommé Tanaka, se raidit soudain à son poste. Il pressa plus fort les écouteurs en caoutchouc contre ses oreilles, ses yeux se plissant. Puis il se tourna vers Nakagawa avec une expression qui mêlait la confusion à quelque chose s'apparentant à la peur. « Monsieur, dit Tanaka à voix basse, je capte des transmissions, des sources multiples. C'est mécanique, pas des hélices. Autre chose. » Nakagawa se rendit au poste d'hydrophone et prit le casque. Ce qu'il entendit n'avait aucun sens au début. Une série de pings rythmiques, électroniques et précis, émanant de positions fixes éparpillées sur le fond marin. Pas les craquements aléatoires d'une coque de navire ou le battement des hélices de destroyer. C'était délibéré, planifié. Une constellation de sons artificiels transformant les profondeurs autrefois silencieuses en quelque chose qui chantait la technologie américaine. Le sous-marin était tombé sur un champ de bouées sonars. Ce que Nakagawa ne comprenait pas encore, ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait pleinement saisir à ce moment-là, c'était qu'il se heurtait à l'avant-garde d'une révolution dans la guerre navale. Les États-Unis avaient transformé l'océan Pacifique lui-même en un capteur. L'eau qui avait caché les sous-marins japonais depuis Pearl Harbor était maintenant un moyen de surveillance, cartographié et surveillé avec une précision qui aurait semblé impossible 2 ans plus tôt. Le service silencieux de la marine impériale japonaise, autrefois le prédateur de ses profondeurs, était devenu la proie. Et dans la froide mathématique de ce changement technologique résidait le démantèlement de la stratégie navale d'un empire. En décembre 1941, la force sous-marine de la marine impériale japonaise représentait l'une des flottes sous-marines les plus modernes du monde. Le Japon exploitait 63 sous-marins au début de la guerre, avec des navires comme les submersibles de classe I, se classant parmi les plus grands et les plus performants de toutes les marines. Ces sous-marins pouvaient naviguer 16 000 milles nautiques sans ravitaillement, transportaient des hydravions dans des hangars étanches et montaient des canons de pont capables d'engager des cibles de surface avec un effet dévastateur. La doctrine sous-marine japonaise mettait l'accent sur les opérations offensives, patrouilles à longue portée, attaques de navires capitaux et interdiction des lignes d'approvisionnement ennemies à travers le vaste Pacifique. Dans les premiers mois de la guerre, ces navires opéraient aussi loin que la côte ouest américaine, bombardant les installations côtières et coulant les navires marchands avec une quasi-impunité. Les sous-mariniers de la marine impériale se considéraient comme une force d'élite, les samouraïs de l'océan entraînés dans la tradition guerrière du service silencieux. Ils opéraient dans un environnement qui exigeait à la fois une maîtrise technique et une discipline spirituelle. La vie à bord d'un sous-marin japonais signifiait des mois en mer dans des conditions d'extrême privation, eau douce limitée, ventilation minimale et un régime alimentaire qui se détériorait en riz et légumes marinés quelques semaines après le départ. Pourtant, ces hommes acceptaient de telles épreuves comme le prix à payer pour servir dans ce qu'ils croyaient être une arme invincible de la puissance maritime japonaise. Cette confiance découlait de leur premier succès. Au cours des 6 premiers mois de la guerre, les sous-marins japonais coulèrent ou endommagèrent des dizaines de navires alliés, y compris le porte-avions USS Saratoga et le cuirassé USS North Carolina. Ils opéraient avec une liberté relative à travers le Pacifique, apparaissant soudainement au large des ports ennemis, posant des mines dans les chenaux de navigation et disparaissant dans l'immensité océanique avant que les forces anti-sous-marines ne puissent réagir. L'impact psychologique de ces raids dépassait leur effet militaire réel. La présence de sous-marins japonais le long de la côte américaine créa un climat de peur et força le détournement de ressources vers la défense côtière. Mais alors même que les sous-mariniers japonais célébraient ces premières victoires,
Les États-Unis mobilisaient une réponse industrielle et scientifique d'une ampleur sans précédent. Les Américains comprenaient que contrôler le Pacifique exigerait non seulement de vaincre les sous-marins ennemis, mais aussi de transformer l'océan lui-même d'une arène de dissimulation en un espace de transparence totale. Cela nécessitait de nouvelles technologies, de nouvelles tactiques et une nouvelle façon de penser la guerre sous-marine. Cela exigeait de transformer la mer en une grille de capteurs, un vaste filet électronique capable de détecter, de suivre et de détruire les sous-marins avec une efficacité méthodique. L'arme qui allait accomplir cette transformation était, à bien des égards, un dispositif simple, la bouée sonar. La bouée sonar, abréviation de bouée de navigation et de télémétrie par le son, est née des recherches américaines en temps de guerre sur la détection acoustique. À la base, le dispositif se composait d'un hydrophone suspendu dans la colonne d'eau, d'un émetteur radio et d'une alimentation par batterie, le tout emballé dans un boîtier suffisamment petit pour être largué d'un avion. Une fois dans l'eau, la bouée déployait son hydrophone à une profondeur prédéfinie, généralement entre 30 et 300 pieds, où elle écoutait les sons distinctifs des machines sous-marines, le gémissement des moteurs électriques, la cavitation des hélices, le gémissement des plaques de coque sous pression. Lorsque l'hydrophone détectait de tels sons, l'émetteur de la bouée transmettait l'information aux avions survolants, permettant aux avions de patrouille de suivre les sous-marins en temps réel sur des centaines de milles carrés d'océan. Le génie de la bouée sonar ne résidait pas dans une seule innovation technique, mais dans son intégration de multiples technologies en un système qui pouvait être produit en masse et déployé à une échelle énorme. En 1943, les usines américaines fabriquaient des bouées sonars par dizaines de milliers. Les avions des escadrons anti-sous-marins nouvellement formés, pilotant des Catalina, des Ventura et des Liberator équipés de réservoirs de carburant à longue portée, pouvaient couvrir des zones océaniques entières avec ces capteurs acoustiques, créant des grilles de surveillance qui rendaient les routes de transit des sous-marins de plus en plus dangereuses. La bouée sonar transforma la guerre anti-sous-marine d'une opération de chasse-poursuite réactive en quelque chose s'apparentant à une surveillance à l'échelle industrielle. Pour les commandants de sous-marins japonais comme Nakagawa, les premières rencontres avec ces dispositifs produisirent un profond sentiment de désorientation. L'océan avait toujours été l'allié du sous-marin. Ses profondeurs fournissaient la dissimulation, ses vastes distances offraient des voies d'évasion, son bruit ambiant masquait les sons des machines sous-marines. Mais maintenant, l'océan lui-même semblait être devenu hostile. L'eau qui avait caché le I-37 aux navires de surface portait maintenant les pings des bouées sonars américaines aux avions d'écoute à des milles de distance. Chaque mouvement effectué par le sous-marin générait des signatures acoustiques que ces capteurs pouvaient détecter et trianguler. La mer était devenue transparente. Nakagawa ordonna à son navire de plonger plus profondément et réduisit la vitesse à 4 nœuds, espérant se glisser sous la couche de thermocline où les gradients de température pourraient dévier les ondes sonars. L'équipage se déplaçait dans le sous-marin dans un silence quasi total, chaque homme conscient que même le cliquetis d'une clé tombée pourrait être enregistré par les hydrophones américains. Ils s'étaient entraînés à la marche silencieuse, mais c'était différent. Il ne s'agissait pas d'échapper à un seul destroyer chassant en surface, mais de naviguer à travers un champ de capteurs fixes qui ne nécessitait aucun opérateur humain, aucun navire de surface pour maintenir la station. Les Américains avaient semé l'océan de sentinelles électroniques qui n'avaient pas besoin de repos, ne ressentaient aucune peur et transmettaient en permanence aux avions de patrouille qui pouvaient réagir en quelques minutes. Pendant 3 heures, le I-37 rampa à travers le champ de bouées sonar à des profondeurs qui mettaient à rude épreuve les limites de pression de la coque. Les hommes étaient assis à leur poste dans l'obscurité, les lumières tamisées pour économiser la batterie, écoutant l'opérateur d'hydrophone annoncer les positions des capteurs acoustiques, tandis que le sous-marin tentait de se faufiler entre eux. Une partie de l'équipage murmurait des prières aux ancêtres. D'autres attendaient simplement leurs visages inexpressifs dans la lueur rouge de l'éclairage de secours, comprenant à un certain niveau qu'ils vivaient un changement fondamental dans la nature de la guerre sous-marine. Ils s'attendaient à chasser des convois, ils s'attendaient à des batailles avec des destroyers, des attaques de grenades sous-marines, les rythmes familiers du combat sous-marin tels qu'ils s'y étaient entraînés. Ce qu'ils rencontrèrent à la place était ceci: une enveloppe technologique qui les enveloppait comme un filet invisible, patient et précis,
réduisant leurs sous-marins de prédateurs à proie qui pouvaient être traqués sur des centaines de milles d'océan par des machines qui ne se fatiguaient jamais et n'arrêtaient jamais d'écouter. La transformation du Pacifique en zone de surveillance dominée par les Américains ne s'est pas faite du jour au lendemain, pas plus qu'elle n'est le fruit d'une seule percée technologique. Elle est née de la convergence de multiples innovations: sonar amélioré, radar aéroporté, radiogoniométrie haute fréquence, avancées cryptographiques et la bouée acoustique elle-même, toutes interconnectées en un système intégré que les planificateurs américains appelaient « opération de chasseurs-tueurs ». Dès la mi-1943, la marine américaine avait organisé des groupes de travail anti-sous-marins spécialisés, articulés autour de porte-avions d'escorte. Ces groupes opéraient dans des zones où le renseignement américain, aidé par les communications navales japonaises déchiffrées, prévoyait une activité sous-marine. Les avions de ces porte-avions déployaient des barrières de bouées acoustiques le long des routes de patrouille sous-marine, créant des clôtures acoustiques que les navires japonais pouvaient difficilement éviter. Les statistiques révèlent l'efficacité meurtrière de ce système. En 1942, les sous-marins japonais avaient coulé environ 184 000 tonnes de navires alliés tout en perdant 21 submersibles. Un rapport d'échange favorable qui suggérait que la campagne sous-marine pourrait entraver significativement la logistique américaine. Mais en 1954, à mesure que le déploiement des bouées acoustiques s'étendait et que les tactiques anti-sous-marines mûrissaient, ces chiffres s'inversèrent de manière catastrophique. Les pertes de sous-marins japonais grimpèrent à 55 submersibles cette année-là, tandis que leur coulage de navires alliés chutèrent à peine à 88 000 tonnes. Les sous-marins qui avaient opéré si librement au début de la guerre se retrouvaient désormais confinés dans des zones opérationnelles de plus en plus restreintes, chassés continuellement par des avions qu'ils pouvaient rarement voir et des capteurs qu'ils ne pouvaient jamais détruire. Pour les hommes du service sous-marin impérial japonais, ce déclin statistique se traduisait par des missions d'une futilité et d'un désespoir croissant. Les sous-marins qui partaient autrefois en patrouilles offensives se retrouvaient désormais à passer la majeure partie de leur temps immergés et en évasion, leur puissance de batterie drainée par des manœuvres constantes, leurs équipages épuisés par la tension psychologique d'opérer dans des eaux devenues hostiles d'une manière que personne n'avait anticipée. La notion romantique du sous-marin comme chasseur indépendant céda la place à la sombre réalité d'être traqué, harcelé et finalement détruit par un ennemi qui possédait non seulement des effectifs supérieurs, mais aussi une technologie supérieure et un système opérationnel plus performant. Le commandant Nakagawa le comprenait intellectuellement, bien que l'accepter émotionnellement se soit avéré plus difficile. Il avait été diplômé de l'Académie navale d'Etajima en 1932, formé aux traditions de la marine impériale, et avait absorbé la doctrine qui mettait l'accent sur l'esprit et la volonté de combattre comme facteur décisif dans le combat naval. L'idée que la technologie, de simples machines dispersées à travers l'océan, puisse neutraliser l'habileté et la détermination de la force sous-marine japonaise lui semblait une violation de l'ordre naturel. Pourtant, la preuve était là, résonnant à travers la coque en rythme mécanique, indéniable et inéluctable. Lorsque le I-37 franchit enfin le champ de bouées acoustiques après 5 heures de navigation silencieuse, le sous-marin fit brièvement surface pour ventiler et recharger ses batteries. Nakagawa monta sur la passerelle et se tint dans la nuit chaude du Pacifique, les embruns salés sur le visage, observant les étoiles qui avaient guidé les marins pendant des millénaires. L'océan semblait inchangé, les mêmes houles, le même vent, le même horizon rencontrant le ciel selon un schéma ancestral. Mais il savait, mieux maintenant, sous cette surface, invisible à l'œil, une nouvelle architecture avait été imposée à la mer. La technologie américaine avait réécrit les règles de la guerre sous-marine, et la force sous-marine de la marine impériale japonaise, malgré tout son entraînement et sa tradition, n'avait aucune réponse. Ce que Nakagawa et ses camarades commandants de sous-marins ne pouvaient pas entièrement saisir était l'ampleur de la transformation. Les bouées acoustiques qu'ils rencontraient ne représentaient qu'un seul élément d'un système anti-sous-marin intégré, qui comprenait des stations radiogoniométriques terrestres, des avions de patrouille équipés de radars centimétriques, des porte-avions d'escorte avec des groupes de chasseurs-tueurs dédiés, et des centres d'opération sophistiqués qui synthétisaient les renseignements provenant de multiples sources. Les États-Unis avaient industrialisé la guerre anti-sous-marine,
appliquant les mêmes méthodes de production de masse et la même pensée systématique qui caractérisait les opérations américaines sur tous les théâtres. Là où la doctrine sous-marine japonaise mettait encore l'accent sur l'initiative individuelle et l'esprit guerrier, la pratique américaine insistait sur l'intégration des systèmes et une supériorité matérielle écrasante. La bouée acoustique devint, dans ce contexte, un symbole, non seulement de la prouesse technologique américaine, mais aussi d'une approche fondamentalement différente de la guerre. Elle représentait la volonté des nations démocratiques d'investir dans des technologies peu prestigieuses mais efficaces, de considérer la guerre comme un problème qui pouvait être résolu par l'ingénierie et la production industrielle plutôt que par le seul esprit guerrier. Chaque bouée acoustique coûtait peut-être 50 $ à fabriquer, une somme triviale dans le contexte du budget de guerre américain. Pourtant, leur effet cumulatif s'avéra dévastateur pour la force sous-marine japonaise. C'était l'arithmétique de la guerre industrielle. De petits avantages, multipliés sur des milliers de rencontres, produisant des effets stratégiques décisifs. Au printemps 1944, la marine impériale japonaise avait perdu le contrôle effectif des espaces sous-marins du Pacifique. Les sous-marins qui opéraient autrefois librement se déplaçaient désormais à travers un océan divisé en secteurs, chacun surveillé par des avions de patrouille et des barrières de bouées acoustiques. La campagne des îles Mariannes, qui débuta en juin 1944, démontra les conséquences de ce changement. Les forces amphibies américaines débarquèrent sur Saipan et Guam, soutenues par un système logistique naval que les sous-marins japonais se révélèrent presque entièrement incapables de perturber. Des convois traversèrent le Pacifique, transportant des troupes, des fournitures et de l'équipement en de telles quantités que même les attaques sous-marines réussies, et il y en eut peu, égratignèrent à peine le flux de matériel américain vers le front. L'impact psychologique sur les sous-mariniers japonais devint grave. Des hommes entraînés à s'attendre à un combat honorable se retrouvèrent plutôt dans une guerre d'attrition où la survie dépendait moins de l'habileté que du hasard d'éviter la détection par des capteurs électroniques. Les patrouilles qui duraient autrefois des semaines s'étendaient désormais à des mois, les sous-marins étant contraints d'emprunter des routes sinueuses, longeant les couches de thermocline et se déplaçant à des vitesses minimales pour éviter la détection acoustique. Le coût physique de ces patrouilles prolongées s'ajoutait à la tension psychologique, malnutrition, carence vitaminique, épuisement chronique et l'humidité omniprésente de la vie sous-marine qui ne séchait jamais et ne guérissait jamais. Le lieutenant-commandant Nakagawa ramena le I-37 de cette patrouille de Mars, n'ayant dépensé qu'une fraction de ses torpilles. Le sous-marin avait échappé au champ de bouées acoustiques, survécu au transit à travers les eaux contrôlées par les Américains, mais n'avait rien accompli d'une valeur militaire. Lors du débriefing de la patrouille à truc, Nakagawa déposa un rapport détaillé sur les capteurs acoustiques, décrivant leur schéma de déploiement et leurs caractéristiques opérationnelles. Son rapport rejoignit des dizaines d'autres dans les dossiers du commandement sous-marin, un dossier croissant de rencontres technologiques pour lesquelles la marine impériale n'avait aucune contre-mesure efficace. Les implications stratégiques dépassaient l'efficacité tactique. La bouée acoustique et le système anti-sous-marin intégré qu'elle représentait posaient une question à laquelle les planificateurs navals japonais ne pouvaient pas répondre de manière adéquate. Comment une marine, sans la capacité industrielle d'égaler la production américaine, pouvait-elle rivaliser dans un domaine où l'ennemi avait atteint la dominance technologique? Les réponses traditionnelles, entraînement supérieur, meilleure tactique, esprit guerrier, se sont avérées inadéquates lorsque l'ennemi pouvait simplement déployer plus de capteurs, plus d'avions, plus d'escortes et plus de munitions que les Japonais ne pouvaient en éviter ou en détruire. La guerre sous-marine dans le Pacifique était devenue un problème mathématique, et les Américains avaient construit un système qui le résolvait par l'application écrasante de ressources industrielles. Certains commandants de sous-marins japonais réagirent à ces conditions avec fatalisme, acceptant qu'ils allaient probablement mourir, mais déterminés à tirer l'honneur qu'ils pouvaient de la situation. D'autres devinrent silencieusement amers, reconnaissant qu'ils étaient sacrifiés dans une campagne, perdus par des commandants qui manquaient soit des moyens technologiques, soit de l'imagination stratégique pour s'adapter aux circonstances changeantes. Les sous-marins continuèrent à être déployés parce que la doctrine de la marine impériale exigeait leur utilisation, mais de plus en plus, ces patrouilles ressemblaient à des missions suicides déguisées en opérations militaires.
La bouée acoustique, ce simple boîtier d'électronique et d'hydrophone, était devenue un instrument de domination stratégique. Non pas parce qu'elle était particulièrement sophistiquée, les marines allemandes et britanniques avaient développé des technologies comparables, mais parce que les États-Unis la déployaient à une échelle qui transformait la surveillance d'un avantage occasionnel en une condition persistante. Les sous-marins japonais ne pouvaient pas éviter les champs de bouées acoustiques, car ces champs couvraient désormais des milliers de miles carrés d'océan. Ils ne pouvaient pas détruire les bouées en nombre significatif, car de nouvelles arrivaient continuellement, larguées par des avions de patrouille qui suivaient des schémas réguliers au-dessus des vastes étendues du Pacifique. L'océan avait été colonisé par la technologie américaine, et il n'y avait pas d'échappatoire. Le 19 août 1944, le I-37 quitta la base navale de Kure pour ce qui allait être sa dernière patrouille. Le capitaine de corvette Nakagawa reçut l'ordre de se rendre aux îles Carolines et d'intercepter les routes maritimes américaines soutenant l'invasion de Palau. Le sous-marin transportait un équipage de 43 hommes, 14 torpilles de type 95 et des provisions pour une patrouille de 60 jours. Nakagawa savait que la mission avait une faible probabilité de succès. Les forces anti-sous-marines américaines avaient coulé 11 sous-marins japonais au cours des 3 mois précédents. Mais il garda ses pensées pour lui. Son équipage méritait de croire que leur patrouille avait un sens. Le sous-marin progressa rapidement à travers la mer intérieure et pénétra dans le Pacifique par le détroit de Bungo dans la nuit du 21 août. Alors commença la routine familière des opérations sous-marines en temps de guerre, transit en immersion pendant la journée, navigation en surface la nuit pour recharger les batteries, vigilance constante face aux avions de patrouille ennemis. Mais à présent, ces routines s'accompagnaient d'un fardeau d'anxiété supplémentaire. Chaque contact au hydrophone nécessitait une investigation. Chaque observation d'aéronef entraînait une plongée d'urgence. L'océan qui aurait dû cacher le I-37 semblait de plus en plus transparent, comme si la technologie américaine avait dépouillé le sous-marin de son manteau d'invisibilité. Le 28 août, alors qu'il transitait au sud des Mariannes, l'opérateur hydrophone du I-37 détecta la signature désormais familière des transmissions de bouée acoustiques. Nakagawa ordonna un changement de cap pour éviter le champ de capteurs, mais en quelques heures, ils rencontrèrent une autre barrière, puis une autre. Les Américains avaient ensemencé l'océan de capteurs acoustiques en motifs superposés qui rendaient l'évasion presque impossible. Pendant 2 jours, le I-37 rampa à travers ces champs à vitesse minimale, l'équipage silencieux à ses postes de combat, la puissance des batteries diminuant jusqu'à des niveaux critiques. Au matin du 30 août, un bombardier de patrouille américain Ventura détecta la signature du I-37 sur les récepteurs de bouées acoustiques et se dirigea vers lui pour une attaque. Le sous-marin était à l'immersion périscopique lorsque les premières grenades sous-marines détonèrent. 4 cylindres remplis de torpex qui explosèrent en un motif autour de la position estimée du bateau. Les ondes de pression martelèrent en la coque comme les poings d'un géant. Les ampoules éclatèrent. Des tuyaux se rompirent. Des hommes furent projetés contre les cloisons. Nakagawa ordonna une plongée d'urgence et tenta de s'éloigner. Mais l'équipage du Ventura maintint le contact grâce au réseau de bouées acoustiques, appelant des avions supplémentaires d'un porte-avions d'escorte proche. Pendant 3 heures, le I-37 endura une attaque méthodique aux grenades sous-marines qui illustra l'efficacité mortelle de la guerre anti-sous-marine américaine. L'avion de patrouille n'avait pas besoin de voir le sous-marin, ni même de maintenir un contact sonar continu. Les bouées acoustiques fournissaient des données de suivi qui permirent aux Américains de tracer la position du I-37 avec une précision suffisante pour lancer des attaques qui endommagèrent progressivement les systèmes du sous-marin. Le contrôle de la profondeur du bateau devint erratique à mesure que les ballasts se rompaient. Les moteurs électriques surchauffèrent. Du chlore gazeux provenant de cellules de batterie fissurées commença à s'infiltrer dans les compartiments. À 14h30, alors que le sous-marin s'enfonçait de manière incontrôlable vers la profondeur d'écrasement et sans aucune possibilité d'échapper, le capitaine de corvette Nakagawa ordonna à l'équipage d'abandonner le navire. 18 hommes réussirent à passer par l'écoutille avant que le I-37 ne s'enfonce sous la surface pour la dernière fois. Nakagawa ne figurait pas parmi les survivants. Il resta à son poste dans la salle de contrôle, accompagnant le sous-marin dans les ténèbres, honorant la tradition du capitaine qui coule avec son navire.
L'avion américain survola la zone et transmit la position des survivants aux navires de sauvetage. Mais au moment où ces navires arrivèrent, seuls 6 hommes restaient en vie. Les autres avaient succombé à l'épuisement, se noyant dans les houles d'un océan qui avait jadis semblé infini, mais qui ressemblait désormais à une cage dont les murs se refermaient. La perte du I-37 représentait bien plus que la destruction d'un seul sous-marin. Elle marqua la fin effective de la campagne sous-marine de la marine impériale japonaise dans le Pacifique. À l'automne 1944, les pertes de sous-marins japonais avaient atteint des niveaux qui rendaient la poursuite des opérations stratégiquement intenable. Sur les 190 sous-marins que le Japon déploya pendant la guerre, 128 seraient perdus, un taux de perte de 67% qui fit du service sous-marin l'une des affectations les plus dangereuses de l'armée impériale. La bouée acoustique et le système anti-sous-marin intégré qu'elle rendit possible avaient accompli ce que les grenades sous-marines et les destroyers d'escorte seuls n'avaient pu faire, l'élimination systématique de la flotte sous-marine japonaise. Les sous-mariniers américains opérant dans les mêmes eaux faisaient face à leurs propres dangers, mais ils bénéficiaient d'un soutien opérationnel supérieur, de meilleures procédures de sauvetage et, de manière cruciale, d'un réseau de renseignement qui fournissait des informations détaillées sur les routes de convois japonais et les schémas d'escorte. Les sous-marins américains coulèrent plus de 5 millions de tonnes de navires marchands japonais pendant la guerre, coupant ainsi efficacement les îles-mers des ressources des territoires conquis. Les sous-marins japonais, en revanche, coulèrent à peine 900 000 tonnes de navires alliés sur l'ensemble du conflit, une fraction de ce que les planificateurs américains avaient craint en 1941. Ce contraste révèle l'asymétrie fondamentale qui caractérisa la guerre du Pacifique. Les États-Unis possédaient la capacité industrielle de construire des sous-marins et des systèmes anti-sous-marins à des échelles qui submergeaient les défenses japonaises. Les usines américaines produisaient des sous-marins plus vite que le Japon ne pouvait les couler, tout en fabriquant simultanément les bouées acoustiques, les avions de patrouille, les radars et l'équipement de guerre électronique qui rendirent les opérations anti-sous-marines américaines d'une efficacité dévastatrice. Le Japon, manquant de ressources industrielles comparables, ne put égaler cette production et ne put adapter ses tactiques assez rapidement pour compenser le fossé technologique. La bouée acoustique devint ainsi emblématique d'une vérité plus large concernant la guerre du Pacifique. Les démocraties industrielles, une fois pleinement mobilisées, pouvaient déployer des niveaux de ressources matérielles et technologiques que même l'adversaire le plus dévoué et le plus habile ne pouvait surmonter par le seul esprit. Ce n'était pas une vérité que les officiers de marine japonais trouvaient facile à accepter. Leur formation mettait l'accent sur l'importance décisive de l'esprit combatif, la conviction qu'une volonté supérieure et le dévouement à l'empereur pouvaient compenser les désavantages matériels. La guerre sous-marine démontra les limites de cette doctrine. Aucune quantité de courage ou de détermination ne pouvait rendre le I-37 invisible aux bouées acoustiques qui traquaient ses mouvements ou le protéger des grenades sous-marines qui finirent par le détruire. Au cours de la dernière année de la guerre, alors que la situation stratégique du Japon se détériorait, la force sous-marine fut de plus en plus détournée vers des missions de ravitaillement, transportant des provisions vers des garnisons insulaires isolées qui ne pouvaient plus être atteintes par des navires de surface. Ces missions, que les sous-mariniers appelaient des courses au riz, représentaient une douloureuse inversion du rôle du sous-marin, passant de chasseur à transporteur. Les bateaux qui auraient dû attaquer les navires ennemis transportèrent plutôt des sacs de riz et des munitions vers des garnisons affamées sur des îles contournées, souvent à un risque énorme et pour un effet stratégique minimal. Lorsque le I-36, navire jumeau du I-37, fut coulé en juillet 1944 alors qu'il transportait des fournitures à Truk, la perte fut à peine enregistrée dans les rapports opérationnels américains. Le sous-marin était devenu tactiquement non pertinent. La fin de la guerre trouva les restes de la force sous-marine japonaise dispersés dans les ports d'attache, de nombreux bateaux endommagés au-delà de toute réparation, leurs équipages épuisés et décimés. Sur les 63 sous-marins que le Japon possédait en décembre 1941, seuls 4 restaient opérationnels en août 1945. La bouée acoustique et le système qu'elle représentait avaient accompli ce qu'aucune arme individuelle ne pouvait réaliser, la négation systématique de toute une branche de la guerre navale. Dans les décennies suivant la guerre,
Les historiens militaires et les analystes navals étudieraient la campagne sous-marine du Pacifique comme une étude de cas en innovation technologique et intégration opérationnelle. La bouée acoustique elle-même évolua vers des variantes de plus en plus sophistiquées, devenant un outil standard de la guerre anti-sous-marine dans les marines de l'OTAN et soviétiques. Les versions modernes intègrent le traitement numérique, des hydrophones multifréquences et des liaisons de données satellitaires, mais le concept fondamental reste inchangé. Transformer l'océan en un champ de capteurs où les sous-marins ne peuvent se cacher. Pourtant, la dimension humaine de cette transformation technologique mérite une attention égale. Pour les hommes qui servirent sur le I-37 et les bateaux similaires, la rencontre avec les bouées sonars américaines représenta une expérience profonde et désorientante. Ils s'étaient entraînés à une forme de guerre qui mettait l'accent sur la furtivité, la patience et la violence soudaine, le sous-marin en tant que chasseur, solitaire dans les profondeurs de l'océan. Ce qu'ils rencontrèrent à la place fut un ennemi qui avait industrialisé la surveillance, qui avait transformé la mer elle-même en un instrument de détection. L'impact psychologique d'opérer dans un tel environnement, où chaque mouvement pouvait déclencher une cascade de réponses automatisées qui culminerait dans votre mort, s'avéra aussi débilitant que toute épreuve physique. Le capitaine de corvette Nakagawa, dans les moments précédant la dernière plongée du I-37, l'avait peut-être compris à un certain niveau. L'océan auquel il avait fait confiance, les profondeurs qui auraient dû protéger son bateau, avaient été colonisées par la technologie ennemie. Il n'y avait pas d'échappatoire parce qu'il n'y avait nulle part où se cacher. La signature acoustique de son sous-marin, diffusée par les bouées acoustiques aux avions en survol, l'avait marqué pour la destruction aussi sûrement que s'il avait fait surface en plein jour. La tradition guerrière qui avait forgé son identité n'offrait aucune réponse à cette situation difficile. Le courage ne pouvait rendre son sous-marin silencieux. La détermination ne pouvait désactiver les capteurs qui traquaient sa position. Les mathématiques de la guerre industrielle avaient rendu la valeur individuelle tactiquement non pertinente. Ceci, peut-être, représente la signification la plus profonde de la bouée acoustique dans l'histoire de la guerre du Pacifique. Elle n'était pas seulement une arme, mais un symbole d'un nouveau type de guerre, systématisé, technologique et implacablement efficace. Les équipages de sous-marins de la marine impériale japonaise s'étaient imaginés comme l'élite de l'océan, héritiers d'une tradition guerrière remontant à des siècles. Ils rencontrèrent au lieu de cela un ennemi qui menait des guerres par l'intégration de systèmes et la production de masse, qui déployait des milliers de dispositifs simples pour obtenir des effets que les planificateurs japonais avaient cru nécessiter des compétences et un jugement humain. La bouée acoustique, cet humble cylindre d'électronique largué d'un avion, incarnait l'approche de la guerre des nations démocratiques, pragmatique, industrielle et écrasante dans son effet cumulatif. Il y a un mémorial à Kure, au Japon, près de l'ancienne base navale, où les noms des sous-mariniers disparus pendant la guerre du Pacifique sont gravés sur des tablettes de pierre. Parmi ces noms, le capitaine de corvette Nakagawa Hiroshi et les 42 hommes du I-37. Les visiteurs du mémorial, pour la plupart âgés aujourd'hui, déposent des fleurs et de petites offrandes, des marques de souvenirs pour des marins qui ont disparu dans un océan qui, malgré son immensité, était devenu trop petit pour les cacher. Le Pacifique est calme ces jours-ci, ses eaux sont sillonnées par des navires marchands et des paquebots de croisière, ses profondeurs cachant toujours les épaves de sous-marins des deux camps du conflit. Les bouées acoustiques ont disparu, remplacées par des systèmes acoustiques modernes qui feraient passer la technologie de la Seconde Guerre mondiale pour primitive en comparaison. Mais la leçon demeure. Dans les mathématiques de la guerre industrielle, le camp capable de transformer le champ de bataille lui-même, que ce soit la terre, l'air ou la mer, en un instrument de sa propre stratégie, possède un avantage que la simple bravoure ne peut surmonter. Pour les sous-mariniers japonais, cette leçon est arrivée trop tard et à un coût terrible. Ils sont entrés en guerre confiants dans leur entraînement et leurs bâtiments, convaincus que l'immensité du Pacifique offrait sécurité et liberté opérationnelle. Ils ont appris au lieu de cela que les océans, comme tous les territoires, pouvaient être revendiqués et contrôlés, non pas par occupation physique, mais par le déploiement omniprésent d'une technologie qui transformait chaque 1000 cubes d'eau en une zone de mise à mort potentielle. Le sous-marin qui aurait dû être le chasseur est devenu le chassé. Les profondeurs qui auraient dû les cacher sont devenues transparentes.
Et les guerriers qui s'attendaient à un combat honorable se sont retrouvés dans une guerre d'usure où la survie dépendait moins de l'habileté que de la chance d'éviter des capteurs qu'ils ne pouvaient ni voir ni détruire. C'est ce que le capitaine de corvette Nakagawa découvrit ce jour de mars 1944 lorsque le I-37 rencontra pour la première fois le champ de bouées acoustiques américain. L'océan n'était plus le leur. Il était devenu un territoire américain revendiqué non par des batailles navales ou des conquêtes territoriales, mais par la prolifération silencieuse d'une technologie qui transformait l'eau elle-même en un médium de surveillance. Les pings de ces bouées acoustiques, mécaniques, persistants, indifférents, annonçaient le nouvel ordre de la guerre sous-marine. Et dans leur rythme incessant, les sous-mariniers japonais pouvaient entendre le son de la puissance navale d'un empire se dissolvant dans le silence sous les vagues. La liberté des mers, il s'avéra, appartenait à quiconque pouvait les cartographier le plus précisément et les surveiller le plus constamment. Dans la guerre du Pacifique, cela appartenait aux États-Unis, une nation dotée de la capacité industrielle de fabriquer de la surveillance à l'échelle océanique et de la pensée systématique pour la déployer selon des schémas ne laissant aucune échappatoire. La bouée acoustique était une petite chose, facilement ignorée dans les récits qui se concentrent sur les grandes batailles et les moments dramatiques. Mais pour les hommes du I-37 et la centaine de sous-marins japonais qui la suivraient au fond, ces petits cylindres dispersés dans le Pacifique représentaient quelque chose de bien, plus grand, la transformation technologique de la guerre elle-même et la froide mathématique d'un nouveau type de domination qui ne laissait aucune place aux traditions guerrières d'un âge plus ancien. Au final, l'océan n'appartenait ni aux braves ni aux habiles. Il appartenait à quiconque pouvait voir sous sa surface. Et dans cette vision, la force sous-marine de la marine impériale japonaise trouva non pas la gloire, mais l'extinction, silencieuse, systématique et complète.